Bonjour Renato. Bonjour, il marche le téléphone? Ouais, il marche très bien. Bon. Avant que j'oublie, Renato a signé un livre de souvenirs où il évoque tous les grands noms du cinéma avec lesquels il a travaillé. Je vous en cite quelques-uns parce que c'est très pratique d'avoir des quatrièmes de couverture. Ça évite pour moi de faire des exercices de mémoire et d'oublier plein de monde. Alors, plus de 120 films. Daniel Schmitt, Alain Tanner, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Louis Malle, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, Patrice Chéreau, André Téchiné, Amos Guitaille, Jean-Marie Straub, Philippe Garrel, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, je précise, Philippe Garrel, Robert Guédiguian, Manuel de Oliveira, Suzanne Sontag. J'ai envie de rajouter aussi Christine Pascal, parce que ça manquait un peu de femmes dans la liste. Voilà. Nous allons donc commenter quelques extraits de films de la longue carrière de Renato Berta. Je vous rappelle que plusieurs de ces films ont été programmés donc à ce festival Chef-Op en Lumière. On les a choisis ensemble. On s'était efforcé de ne pas faire de doublons entre les extraits projetés et les longs métrages qui sont présentés. Hier, par exemple, vous avez pu voir le matin La Salamandre d'Alain Tanner avec Bulogier, film emblématique de toute une époque de renouveau et de redécouverte du cinéma suisse. D'où est originaire Renato. Dans l'après-midi, vous avez pu voir Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer, avec l'actrice principale qui est la fille de l'actrice principale de La Salamandre, c'était Pascal Augier. Lui aussi, film emblématique de son époque. Voilà, Renato a traversé toutes ces années, comme l'a dit Yannick, du cinéma européen. Nous allons commencer par un extrait. Ça ne va pas être entièrement chronologique. Nous vous passerons la parole à la fin de l'entretien pour que vous puissiez lui poser vous-même vos questions. Et Renato a choisi de commencer par en fait un petit montage qu'il avait réalisé lui-même à propos d'un film mis en scène par Alain Resnais, Smoking, No Smoking. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, s'en souviennent. Je rappelle juste que Smoking, No Smoking, c'était une sorte de pari incroyable. C'est deux longs métrages, en fait, qui chacun résulte d'une décision dans la première scène, dans dans le premier film, enfin il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, c'est No Smoking, Smoking. Dans la première scène de chaque film, un personnage allume ou n'allume pas une cigarette et ensuite on va voir toutes les possibilités, les conséquences de cet acte suivant l'enchaînement des circonstances. Alors, c'est adapté d'une pièce d'Alan Ayckbourn, une pièce britannique qui était 8 pièces en fait, qui ont été adaptées par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry pour deux comédiens qui jouent tous les rôles. Donc, ils jouent chacun plusieurs rôles dans les deux films. C'est les mêmes comédiens, c'est Pierre Arditi et Sabine Azema. Et alors, vous allez voir dans l'extrait qu'on va vous passer sans le son. Oui. Après, je vous passerai la parole. Vous allez voir 4 images. L'écran est divisé en 4. Et Renato va commenter. Les images seront sans le son. Et Renato, expliquez-nous ce qu'on va voir. Bonjour. Oh, oui. C'est très désagréable d'être ici. On a des lumières dans les yeux. Je ne comprends pas comment on peut être comédien. Des fois, c'est terrifiant. Alors, ça, c'est un petit film qu'on m'a demandé de faire, oh là là, il y a très longtemps, juste après le tournage de Smoking No Smoking, le moment qu'à Paris se sont posés le problème de quoi faire avec les studios de cinéma de Billancourt. Et il y avait un projet de démolir ces studios, démolir une longue mémoire du cinéma français. Et évidemment, en tout cas, nous, professionnels, on était un peu tristes que ça allait disparaître. Et il y avait un projet, non, on va refaire des studios. Et le CNC m'avait demandé de donner un coup d'œil à ces studios.
Et c'était de l'escroquerie pure, c'est-à-dire c'était une spéculation édiliste qui il disait qu'il voulait faire des studios, en réalité, ce n'était pas des studios. Bref, donc je me suis retrouvé un peu dans un débat un peu étrange. On m'a demandé justement de défendre le studio, et j'avais fait, étant donné que moi je venais de terminer le tournage de Smoking No Smoking, Entièrement en studio. entièrement en studio, et la spécificité de ça, vous verrez dans les extraits, c'est que des décors extérieurs. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas un intérieur. Et tout est évidemment reconstitué. Et c'était un tournage qui était d'une part très très long. Et comment dire, on a occupé plusieurs plateaux. C'était des plateaux quand même assez grands. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Regardez les images et Voilà. puis si vous avez des questions. Oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à intervenir. Parce que moi, je m'exprime comme j'exprime. Je ne suis pas ni professeur, ni homme politique qui a des discours faits. Pardonnez-moi. Je précise juste que les décors que vous allez voir sont signés Jacques Saulnier, qui est le décorateur fétiche et attitré d'Alain Resnais. Mais voilà. Alors, on lance... Alors, moi, je propose un certain moment, parce que c'est des extraits qui sont assez courts, ils sont commentés. Là, je suis censuré parce que Bill il m'a demandé de les commenter en direct, sur ce que je veux bien faire. Et je crois qu'on va s'arrêter sur des images. Oui. Je pourrais vous expliquer. Donc, vous verrez la même ambiance avec 4 lumières différentes, 4 atmosphères différentes, parce qu'évidemment, la lumière, étant donné que c'était des extérieurs, on ne s'amusait pas à avoir des lumières, on respectait plus ou moins les lumières du bon Dieu, quoi. Voilà. C'est l'inverse de la censure, si je laisse la parole à l'intervenant. Non, bien sûr, c'était juste un peu... Donc, si on veut arrêter, Bon, allez... Quand Et vous voulez, vous pouvez parler pendant l'extrait. Oui. Voilà les différents moments. Donc, toutes les fins du film, c'était dans un cimetière. Donc, il y a plusieurs fins dans le film. Et là, si vous voulez, est-ce qu'on peut arrêter par là, voilà, par là à peu près, voilà. Là, vous avez la même ambiance avec différentes lumières. C'est-à-dire, l'écran A, c'est un soleil couchant. La hauteur du soleil, elle était dictée par la hauteur du studio. On ne pouvait pas mettre le soleil plus haut. Donc, c'était pratiquement le seul endroit où on pouvait le mettre. Et évidemment, c'était des projecteurs assez importants, enfin, pour les opérateurs qui sont là, ils comprendront un peu plus. C'est-à-dire, là, c'était 2 projecteurs de 20 kg. De 20 kW, c'est-à-dire qu'il y avait 40 kW juste pour le soleil. Après, donc, l'écran B, c'est une lumière diffuse, et c'est avec un léger brouillard. Le brouillard, c'est des fumigènes. Fumigène, absolument. Ouais. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez un ciel sous l'arc et le ciel au-dessus de l'arc. Et ces 2 ciels, ils n'étaient pas au même niveau, mais un, il était devant et celui sous l'arcade, il était au moins 15 mètres plus loin. Et ça, galère. Oui, parce qu'il faut qu'il raccorde, en fait. Il raccorde plus ou moins, oui. Enfin, on voit d'ailleurs l'ombre sur la droite, on voit d'ailleurs un défaut. Ah, j'ai pas un laser ici. On voit d'ailleurs, si vous regardez bien, on voit des défauts, on voit des ombres projetées sur le ciel. C'est l'ombre du décor, en fait. C'est l'ombre du décor, absolument. Donc, à gauche, c'est l'hiver. Vous verrez après, c'est l'hiver avec la neige. Le C, ouais. Hein, le C. Et le D, c'est le même ambiance, mais la nuit. Alors, ce qui est important ici, évidemment, en tout cas pour moi, c'était la collaboration qu'on a eue avec Jacques Saulnier, qui était le décorateur. C'est-à-dire que photographiquement, disons, point de vue image, c'est des images qui sont très différentes, mais ils sont très différents par l'apport évident du décor, quoi, évidemment. Mais pas seulement.
une fois de plus, là j'insiste un peu, parce qu'en tout cas, nous, on est amenés à travailler, surtout dans des cas pareils, à travailler avec le décorateur. On peut peut-être continuer Oui. l'extrait. Vous voyez qu'il neige aussi. On voit qu'il neige, oui. Alors ça, Évidemment, c'est les effets spéciaux, ça, la neige. Ah ben oui, c'était des messieurs en haut qui me balançaient des petits flocons. Flocons, voilà. Et mais il y a même dans ce film... il faisait au moins 40 degrés, là, évidemment. Ils doivent jouer le froid. Il y a des scènes aussi où la lumière change pendant la scène aussi dans ce film. Oui, alors préparez-vous à arrêter ici. Attention, dans un moment, il y a un gros plan de Sabine. Voilà, ce gros plan-là. Alors, le soleil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il était assez bas, mais c'est vrai qu'à l'occurrence, par rapport au gros plan, surtout sur les comédiens, quand la lumière elle est basse, donc pas trop haut, les projecteurs, c'est une lumière qui, à mon avis, souvent, ce n'est pas une règle absolue, souvent elle est plus intéressante pour les visages des comédiens. Et ici, c'est vraiment, si vous voulez, toutes les places qu'on a choisies avec les comédiens, et ils étaient vraiment très liés et à la photographie et évidemment à la mise en scène. On n'était pas contradictoires. Et c'est vraiment un film qu'on a eu la chance de répéter 3 semaines sur les décors avec les comédiens. C'est presque comme une chorégraphie, en fait. Les mouvements... oui, ça s'appelle la mise en scène. Ça s'appelle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire oui, mais il n'y avait pas tellement d'improvisation au tournage. Donc c'est chorégraphié millimétré, en fait. Ah si. On continue? On continue. Bon, ça, naturellement, c'était tourné en pellicule. Hein, à l'époque, c'était pas du tout du... Voilà. Oui, bon, ça, la nuit, on a quand même... En pellicule, c'est pas toujours facile. Hein, ce genre de choses ici, c'est pas réussi très, très bien. Mais disons que le petit halo au-dessus du village, dans le ciel, vraiment à la limite de l'exposition. Ça, j'aime vous dire que quand on faisait ça en pellicule, ce n'était pas évident. Alors là, c'est un autre décor, c'est le jardin. Voilà, jardin avec là aussi différents lumières. En fonction de l'heure de la journée et du temps qu'il fait. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter ici? Alors, voilà. Donc, ici, on s'est vraiment posé, avec Alain René, on discutait, oui, on peut faire des taches de soleil. D'ailleurs, on a eu des problèmes techniques, mais ne rentrons pas trop dans les détails. Donc, vous voyez qu'il y a des taches de soleil hein, dans le A et le B. C'était des projecteurs d'en haut, zénithal, qui venaient d'ailleurs, ils venaient dans différentes directions. C'est-à-dire que si on regarde bien, on voit des ombres qui partent un peu dans tous les sens. Et pour éviter, normalement le soleil ne fait qu'une ombre, hein, et pour éviter cela, on a augmenté la surface ombragée. En d'autres mots, les taches de soleil ne correspondent absolument pas à la végétation qu'il y a. La végétation, normalement, une végétation comme ça, elle laisserait passer beaucoup plus de rayons de soleil. Tandis qu'ici, on a décidé aussi, pour les comédiens, pour ce qui se passe, comme on filme les comédiens, pour la présence des comédiens, d'avoir sur les visages une lumière diffuse. Alors, pratiquement, dans tout l'espace où ils évoluent, les comédiens, il n'y a pas du soleil direct, quoi. Oui. Rarement. Alors là, on verra après dans d'autres on peut plans. Continuer, on peut continuer, ouais. oui. Bon, évidemment, dans l'écran D, c'est le coucher de soleil. Le plan C, c'est juste avant la pluie. Oui, d'ailleurs, il y a un plan... Il fait un peu gris. Oui, c'est un peu plus gris verdâtre. Et il y a un plan où la pluie arrive. Évidemment, on ne pourrait pas mettre la pluie partout. En studio, c'était très compliqué, puis c'est vite fait... Pour le voilà. décor. Oui. Alors là, vous verrez bien sur l'écran C, l'eau qui arrive. Elle arrive juste sur le toit. Là, il y a une coupe. Si je me souviens bien. Ah merde, il n'y est pas. Il y a beaucoup de fumée sur le coucher de soleil, là, puisque ça brûle. Oui, alors évidemment, il y a un incendie, là. Enfin bref, il faut voir le film.
Et on remarque aussi que la chorégraphie, c'est pas uniquement celle des personnages, c'est aussi celle de la caméra qui bouge de façon discrète, mais quand même Elle se très balade précise. souvent, la caméra. Ouais, elle se balade souvent. Ah voilà, là vous verrez l'eau sur l'écran. Oui, C'est on voit la pluie. on la pluie qui arrive, mais là évidemment en 35 on la voit quand même un peu mieux. Hein, je veux dire, là ce qui reste. Et là on pouvait, étant donné que l'herbe que vous voyez par terre, c'était de la vraie herbe. Oui, oui, qui était arrosée, qui était éclairée comme il fallait avec des UV, tout ça. Alors ça c'est le même. Alors là on se prépare à s'arrêter un moment. On s'arrête? Non, Ah ouais. On s'arrête à la fin de ce panneau-là. OK, on s'arrête ici. Tac. Bon, alors, ici, c'était les mêmes infrastructures techniques. C'est-à-dire que le décor, il était construit sur la même infrastructure technique devant ce ciel Nuageux. Nuageux qui faisait, il faisait à peu près 700 mètres carrés. Hein, le ciel était gigantesque. Alors là, il y a eu un grand débat. Quoi faire? Parce que Jacques Saunier, il disait, mais écoute, il faut qu'on peint 3 lumières différentes. Hein, c'est-à-dire 3 systèmes de nuages différents. Un, juste avant l'orage, que c'est l'écran A. B, que c'est un jour à peu près normal, sans trop de nuages. Et C, c'est une séquence où il y a du brouillard qui arrive. Donc, j'ai proposé à Jacques, j'ai dit, mais écoute, si on fait un ciel peint d'une certaine façon, on s'était mis d'accord la forme à peu près des nuages, nous, avec la lumière, on peut faire un ciel un peu plus clair, un peu plus sombre, en ajoutant de la lumière. Avec les mêmes nuages. Avec les mêmes nuages. Donc, si vous voyez entre le A et le B, dans le B, c'est un peu plus clair, c'est le même nuage, et à des parties légèrement bleutées. Oui. Mais juste pour faire ces petites parties-là légèrement bleutées, dans ce ciel gigantesque, on a mis à peu près 120 kW de lumière en plus. Donc, et 120 kW de lumière, je vous assure, c'est beaucoup. Et donc, c'était le ciel qui était éclairé, en fait. Oui, ça, le ciel était éclairé. Et on voit bien que ce sont les mêmes formes de nuages exactement, absolument. Mais on n'a pas du tout la même ambiance. Voilà. Tandis qu'ici, dans cette séquence-là, la séquence C, donc il y a le brouillard qui arrive petit à petit. Là aussi, on le contrôlait. Voilà. Bon. Avançons, vous verrez là, dans l'extrait, il y a... Bon, là, le soleil qu'on voit relativement léger, là aussi, ombres, c'est 220 kW sur l'écran B. Et j'ai demandé à Jacques Saunier si c'était possible de déplacer un tout petit peu l'arbre, parce que la position des 20 kW était telle qu'il y avait des doubles ombres et que c'était vraiment très gênant. C'est quand même pratique d'être en studio. Hein. Vous pouvez me bouger cet arbre, s'il vous plaît? Oui, mais oui, mais attention. Hein, alors là, les soleils, là, on l'a placé avant le décor. Parce qu'on n'avait plus accès. Avant la construction du décor. Oui, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'on l'a mis, j'ai trouvé la position des projecteurs par rapport aux maquettes. C'est-à-dire il a construit les maquettes et puis ça vous a permis en fait de construire le... Ouais. C'est comme quand on a une trop grande table pour entrer par les portes, on construit la maison autour de la table. Attendez ici, vous pouvez arrêter juste un second. Vous avez vu le B, il y avait ce panoramique et là, hop, on arrive sur une partie qui est évidemment, elle est peinte. Hein. Ça, c'était un peu la spécificité de ce travail, c'est-à-dire qu'on passait tout le temps d'un effet, appelons ça, entre guillemets, un tout petit peu réaliste ouais. à la toile peinte. La découverte, comme on dit, mais en fait, ce qu'on appelle les découvertes, c'est quand on voit à travers une fenêtre, mais là, c'est la fenêtre de l'écran, en fait. C'est tout le décor qui est... En plus, là, il était très près. Hein, là, il était... Bref, et sur l'écran C, voilà le brouillard qui arrive. Youp. Donc, c'est quand même pratique d'être en studio parce que être en décor naturel en attendant le brouillard ou la pluie ou le soleil qu'on a envie d'avoir. C'est une des raisons pour lesquelles on est rentré en studio dans toute l'histoire du cinéma. C'est ça, c'est-à-dire qu'on contrôlait ce genre de phénomène. Mais non, évidemment, ici, c'est une photographie qui est
comment dire, il n'y a pas beaucoup d'effets comme on pourrait avoir dans certains... Enfin, c'est pas très coloré, il n'y a pas beaucoup d'effets qu'on pourrait avoir dans certains autres films. Les choix photographiques, c'est des choix météorologiques. C'est une photographie liée à la météo, quoi. Et puis, évidemment, en laissant une marge de déplacement des comédiens très importante. On peut continuer un peu, peut-être? Oui, monsieur. On continue. Mais de toute façon, c'est fini, voilà. Alors, est-ce que c'est clair ce que je dis? On comprend un peu ou pas? C'est super clair. C'est comme si c'était éclairé par 200 kilowatts. C'est très clair. Il y en a un peu plus que 200. Je ne vous dis pas les quantités de gigantesques, parce qu'on avait 3 plateaux. Hein. Oui. On avait... Bah oui, c'est la reconstitution d'un monde, en fait. Ah ben oui. C'est un monde. Alors, on va passer peut-être d'un extrême presque à l'autre. Je voulais absolument qu'on parle de votre collaboration avec Jean-Luc Godard. Alors, moi, il y a un truc qui, depuis que j'ai vu ce film à sa sortie, c'était Sauf qui peut la vie, qui était une sorte de retour de Jean-Luc Godard au cinéma, puisque après sa grande période des années 1960, il avait eu sa période très militante, où il faisait partie d'un groupe militant d'extrême gauche, où il faisait de la vidéo, où il faisait de l'interventionnisme, de l'activisme, de la guide propre. Et puis, à un moment donné, il a ressenti le besoin, ou il a accepté les propositions de revenir au cinéma avec à nouveau des acteurs professionnels et des acteurs très connus. Et pour cela, alors, il a fait son retour avec Sauf qui peut la vie. C'était le début des années 1980. Donc vous allez voir dans cet extrait Isabelle Huppert, Nathalie Baye et Jacques Dutronc. Je vous donne juste la situation pour que vous compreniez la scène. C'est-à-dire Nathalie Baye et Jacques Dutronc vivent ensemble dans une maison à la campagne et puis envisagent de déménager et Nathalie Baye passe une petite annonce et Isabelle Huppert, qui joue le rôle d'une prostituée qui habite en ville, se demande si elle ne va pas déménager à la campagne. Donc, en plus, c'était une période où Godard est passé de la France à la Suisse. Donc, le film est tourné en Suisse. Et il y a une chose qui m'a toujours étonné, même dans le générique de Sauf qui peut la vie, c'est qu'il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs chefs opérateurs, et notamment les deux principaux. Il y a William Lubchansky et Renato Berta qui sont crédités ensemble directeurs de la photo au pluriel. Oui. Donc comment est-ce possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ailleurs, dans d'autres films? Oui, bon, alors, ce film-là, c'est une histoire très très longue. Je veux dire, on n'aura pas le temps de parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Mais enfin, bref. Jean-Luc avait travaillé beaucoup avec Willy Lubchansky. Étant donné qu'on tournait en Suisse, il avait souhaité aussi de me rencontrer et tout, on s'est rencontrés. Et puis il s'était dit, mais pourquoi on n'engage pas 2 chefs opérateurs, étant donné que Jean-Luc Godard, il pouvait créer seulement s'il y avait des conflits, s'il y avait des psychodrames en l'air. Enfin bref, c'était un créateur un peu particulier à ce niveau-là. Il se veut disons qu'il était convaincu qu'il y allait avoir un débat entre moi et Willy. La guerre, on va dire. Ouais. Voilà. C'était son rêve, en tout cas. Bref, on s'est partagé bêtement le travail. On se connaissait bien avec Willy. Alors moi, des fois, j'étais au cadre et lui, il était un peu plus sur la photo. Des fois, c'était le contraire. Et des fois, Willy me disait, oh là là, j'en peux plus, vas-y, toi, maintenant. Bref, voilà, on se partageait le travail. Il y avait un assistant opérateur, c'est tout. Hein. Je dis, c'était pas chacun ses plans. Vous étiez vraiment tout le temps... On travaillait souvent ensemble. Et puis, bon, on était... Comment dire, on n'était pas en contradiction, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y avait certains choix qui étaient faits, que Willy, il avait pris le dessus. Il avait un peu plus d'expérience que moi avec Godard, surtout. C'est-à-dire de pouvoir interpréter ce qu'il disait. Parce que c'était Godard qui tranchait quand il y avait un désaccord entre vous. Oui, alors Godard, c'est un peu particulier. Hein, c'est-à-dire que souvent, si on voulait arriver à un résultat, il ne fallait surtout pas dire ce qu'on pensait, mais dire le contraire de ce qu'on pensait pour arriver à un certain résultat. Donc, c'était toute une stratégie. Des fois, c'était un peu compliqué du point de vue relationnel. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y a des moments qu'on a tourné sur ce film qui sont vraiment formidables, qui sont vraiment très, très bien, très intéressants.
Mais ce n'était pas toujours le cas. Et j'aimerais savoir quelle est l'idée que Godard impose quasiment sur ses films par rapport à la lumière. C'est quoi son... Je dirais que c'est une démarche, c'est-à-dire Oui. qu'il n'y a pas, il n'a pas des théories faites, c'est-à-dire que si tout à coup on disait, nous, de notre côté, mais très en bien lumière et tout, lui, simplement parce que c'était une affirmation de ce style-là de notre part, il disait le contraire. Donc voilà, donc du coup, il fallait inventer en 2 secondes, enfin en tout cas très rapidement, d'autres lumières. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un discours, appelons ça narratif, j'espère qu'on va développer un peu ça, un discours narratif direct. Oui. C'est-à-dire c'était quelque chose, pour moi c'était un grand cinéaste parce qu'il composait avec le réel de l'instant tous les jours. Je dis, il n'avait pas des scènes en tête avec une conception. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment... Mais là, il faut voir le film. Il y en a quelques-unes qu'on a tournées dans la grâce et en parlant bien avant. Mais une fois qu'on a trouvé... Comment dire... il n'y a pas de demande photographique, si on veut, de mise en scène, mais c'est des moments qu'il faut être prêt à filmer, des moments que les comédiens ils donnent quelque chose d'être prêt à... Et est-ce qu'il a des principes par rapport à la lumière naturelle, par exemple, quand on arrive sur un décor? Il choisit ses décors aussi en fonction des sources, j'imagine. Si, mais pas spécialement. Si, non, évidemment, au niveau des mots, mais je dis, plus c'était difficile, plus c'était galéreux, plus lui, il adorait, plus il y avait des situations complexes. Donc, il y avait des moments que en tant qu'opérateur, tu es vraiment obligé de prendre des solutions qui sont extrêmes. Mais quel genre de galère, par exemple? Mais par exemple, dans des lumières, entrer dans des décors qui sont éclairés que par la lumière du jour, ouais. Où il fait nuit, il y a des contrastes absolument gigantesques entre les parties éclairées et non éclairées. Et bon, ça suffit que nous on dit ça et que lui, oui, mais c'est très contrasté, tu sais, là tu verras rien. Et tac, alors lui, il trouve tout de suite il compose avec le réel, comme je disais, il trouve tout de suite une situation telle qui fonctionne dans la mise en scène, un comédien qui est très bien éclairé et qui passe dans une partie où il n'est pas éclairé du tout. Ouais. Quoi. Et moi, j'ai tourné des séquences, la finition dans le film, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il y a comme extrait ici. Il y a l'extrait où j'ai tout seul avec lui et c'était vraiment formidable, des moments comme ça. C'était vraiment très, très bien. Mais ce n'était pas quelque chose de réfléchi, pensé au scénario. C'est sur le moment. Oui. D'ailleurs, les gens se demandent souvent, surtout pour les Godard dernière période, est-ce qu'il y a un scénario précis? Est-ce qu'on suit quelque chose ou non? Alors là, je propose de parler du scénario après, parce que en général, alors, parce que c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Alors, vous allez revoir avec nous cet extrait, puis on va le commenter après. Oui, monsieur. Alors ça, c'est quoi? Oui. Alors, je crois que cet extrait, oui. Enfin, voyons-le. Je crois qu'on a tourné avec 2 caméras, ça. Sans idée à faire vous-même. Tiens, j'ai une idée. Toi, t'as une idée? Ouais, tu vas bien voir.
Qu'est-ce que vous faites là? J'ai téléphoné pour l'appartement. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de se toucher, mais on y arrive qu'en se tapant l'un sur l'autre. Vous êtes cinglé? Dis, elle a vraiment l'air d'avoir mal. Elle a la tête dure. C'est une fille de banquier. Je vais faire un tour. Oui, bon. Alors, là, typique dans la mise en scène de Godard, le gros plan d'Isabelle, et Jacques qui traverse le champ et qui lui dit « fils de banquier » en sortant. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui a été mis en place en disant « tu dis la réplique ici ». Non, c'est très mis en scène, mais en même temps, c'est de l'improvisation, là. C'est-à-dire que ce n'était pas voulu cadrer, tu dis cette réplique-là en sortant. Non, il a dit, bon, ben, tu passes là, tu dis, oui, c'est la fille d'un banquier, tu sors. Et puis Jacques, il s'est retourné juste à ce moment-là. Bon, ça, c'est typique Godard. C'est-à-dire qu'il trouve la grâce tout à coup avec les comédiens. Mais donc, si tu veux, la méthode pour laquelle on arrive à des résultats pareils, c'est long. C'est long. Disons, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est contre tout le cinéma très installé. Voilà, très pensé, très réfléchi, très fabriqué. Ouais. D'ailleurs, je pose pas un jugement ici. Je ne dis pas que c'est mieux ça ou c'est mieux l'autre. Bah, je pense qu'il faudrait en parler parce que, oui, j'espère enfin, qu'on en parle. Quoi. Alors, il y a une chose intéressante, par exemple, dans ce film, il y a deux personnages principaux qui sont deux femmes qui ne sont jamais dans le même plan, sauf dans une séquence, qui est un plan séquence où elles parlent. Mais sinon, vous remarquerez qu'il n'y a jamais les deux actrices dans le même plan, jamais, dans tout le film. Et là, c'est comme si le personnage d'Isabelle Huppert était au cinéma, comme nous. Elle assiste à une scène. Et alors, une chose intéressante aussi, c'est que pour Godard, évidemment, la mise en scène, c'est le plateau, mais c'est aussi la post-production. C'est-à-dire que Nathalie Baye raconte que cette scène a été, la scène de bagarre de couple, a été très compliquée. Et Jacques Dutronc avait très peur de lui faire mal. Nathalie Baye appréhendait aussi un peu. Et quand ils l'ont tourné, bon, elle disait Jacques Dutronc était très délicat, elle n'a pas du tout eu mal. Et quand elle a vu le film en projection, elle s'est aperçue que grâce au ralenti, cette scène de violence, en fait, c'était une scène d'amour. Mais qu'elle ne l'avait pas du tout joué comme ça. C'est la mise en scène, mais la mise en scène jusqu'à la post-production qui lui a... et pareil, la musique de Gabriel Yared aussi, enfin qui change complètement voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut analyser quand on voit le film après, mais je ne sais pas si c'est des choses dont vous parlez. Oui, je peux te raconter que dans cet appartement, oui, on est monté au 5e étage sans ascenseur ouais, en montant le matériel et tout, et pendant 5 fois, on n'a pas tourné. Voilà, typique Godard. Donc, vous tirez toutes les conclusions que vous voudrez, mais c'est vrai aussi que les raisons pour lesquelles on n'a pas tourné, ils sont d'ordre, appelons ça psychologique pour s'entendre, et il inventait des choses pour ne pas tourner. Des obstacles. Oui, mais comment veux-tu que je tourne avec une personne qui a ce pull de ces couleurs? Moi, je l'enlève. Oui, ben voilà, c'était ça. Donc, oui, je dis, bon, d'accord, très bien. Donc, voilà, il fallait passer par des routes qui ne sont pas nécessairement les plus agréables et les plus intéressantes, toujours. Mais c'est vrai que lui, il avait besoin de ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai aussi que le résultat, il était là. C'est-à-dire que c'est vrai que cette scène qu'on a tournée très, très vite, d'ailleurs. Finalement. Ah oui, bien sûr.
Et hop, ça s'est passé comme ça, le moment de tournage. Mais des fois, la route, pour arriver à des résultats qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas très bien, lui c'est jamais quelque chose de déterminé, c'était jamais quelque chose de précis. Voilà. Il compose toujours avec ce qu'il y a. Et le plan de l'accordéon avec Jacques Dutronc qui vient s'asseoir. Ah oui, ça c'était... Oui, il n'y a pas la suite, parce qu'il y a un Formule 1 qui arrive à un certain moment, et la Formule 1, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait un Formule 1 dans une gare et tout? Et c'était simplement parce que Jean-Luc, il en voulait aux gens qui s'organisaient dans la production. Il dit, mais de toute façon, vous êtes tous nuls et tout. Oh là là, des psychodrames qui... Hein. Et il leur disait, mais vous voyez, si moi je vous demande une Formule 1, je sais très bien que je ne l'aurai pas. Et le producteur, il a dit, oui, bon, tu veux une Formule 1? Oui, ben tu l'auras. Donc il l'a mise dans le plan. Il l'a mise d'un type qui descend de la Formule 1 et qui envoie une lettre dans une boîte à lettres. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la mise en scène. Donc voilà, c'est-à-dire que le film était plein tout le temps de ce genre de... Donc, ouais. Enfin, alors, mais non, la discussion, elle est très longue, c'est juste... je ne sais pas, en tout cas, j'ai appris... À ce qui me concerne, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, les cadres comme Inès, le cadre sur Isabelle, là, avec cette porte, avec cette tache de lumière. C'était juste qu'il y avait un reflet à un certain moment d'un projecteur qu'on avait mis avec Willy, je me souviens très bien. Quand elle entre dans l'appartement? Quand elle entre dans l'appartement. Alors, nous, on a dit, ah merde, il est un peu trop fort, ce projecteur. Jean-Luc, il a entendu ça. Il a dit, ah, il est trop fort, ben alors on va le filmer. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, voilà. Mais autant que les gens du son, ils arrivaient dans un endroit où il y avait beaucoup de bruit, il y avait l'autoroute, alors ils fermaient toutes les fenêtres pour ne pas entendre le bruit. Ils disaient, mais pourquoi vous avez fermé les fenêtres? Mais parce qu'il y a la route. Ah non, on les ouvre les fenêtres. Et hop, ils ouvraient les fenêtres. Voilà, donc c'était tout le temps contre quelque chose. Tu vois, je dis, et son cinéma, il est que ça. Enfin, c'est un peu simplé, hein, comme je parle là, mais c'est beaucoup dicté par ça. Alors, on va passer à l'extrait suivant. Oui, monsieur. Et je voudrais qu'on parle un peu. C'est un extrait de L'homme blessé de Patrice Chéreau. Oh. L'homme blessé, c'est un film très personnel pour Patrice Chéreau, qu'il avait écrit avec Hervé Guibert. C'est un film où beaucoup de scènes se passent gare du Nord. Et c'est l'histoire d'un adolescent qui est joué par Jean-Hugues Anglade, qui n'était d'ailleurs plus du tout adolescent à l'époque. On voit à quel point c'est un grand acteur, puisqu'il joue un adolescent, il est totalement crédible, qui se découvre un peu et qui devient obsédé par un homme qu'il a croisé dans les toilettes de la gare du Nord. Cet homme qui est joué par Vittorio Mezzogiorno, et dont la voix est doublée par Depardieu d'ailleurs, qui n'est pas forcément la meilleure idée d'après ce que Patrice Chéreau a dit après. Et je voudrais juste avant qu'on voit l'extrait, que vous nous parliez de votre rencontre avec Patrice Chéreau. Comment est-ce que c'est lui qui a entendu parler de vous? Qui vous a présenté? Alors, je tournais en Suisse un film avec Daniel Schmitt. Et lui connaissait vraiment bien Daniel Schmitt, et tout à coup, il est arrivé sur le tournage. Il est venu vous voir. Il est venu, il est venu voir visiter, Daniel et toute l'équipe et tout. Et puis c'est là qu'il me dit, mais est-ce que tu serais intéressé de travailler avec moi? Je dis, pardon? Oui, enfin bref, il me dit, il me propose un film, donc c'était L'homme blessé. Il me dit, écoute, voilà, je t'envoie le scénario. J'ai dit, oui, voilà, d'accord. J'ai lu le scénario. Ben oui. Moi, je connaissais les films qu'il avait fait avant, et il m'a dit, surtout, je veux casser tout ça. Oui, il avait fait La chair de l'orchidée et Judith Perkov avant. Ouais. Voilà, et c'était des films quand même assez classiques, et en même temps très esthétisants, je dirais. Voilà, c'est ça. Ouais.
je ne sais pas si c'est le terme juste, mais disons que le côté formel, il était très, très, très présent. Oui, Et parce il me que dit, je veux faire le contraire. En fait, il avait toujours voulu être cinéaste, mais il avait connu la gloire comme metteur en scène de théâtre. Ouais. Et quand il a fait son premier film, il s'est dit, mais là, je veux vraiment faire du cinéma, qu'on puisse pas dire que c'est l'homme de théâtre qui fait du cinéma, en fait. Oui, grosso modo, c'était Ouais. ça. Et rien, voilà, il m'envoie le scénario. Moi, je lis le scénario. Je dis, oui, bon, ben d'accord, très bien. Et quand on ressent un scénario, on sait pas très bien. Le scénario, c'est important, mais pour moi, le scénario, c'est un document qui devrait servir à l'équipe pour fabriquer un film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour toute une série de raisons, les scénarios, ils ne servent pas à fabriquer le film, mais ils servent à financer les films. Parce qu'ils sont envoyés à des commissions, des gens qui lisent, et souvent les membres des commissions, ce pas des gens qui ils connaissent pas le cinéma, et donc ils sont obligés, les cinéastes, d'écrire un scénario qui est plus près du roman. Oui, littéraire, voilà, de raconter l'histoire, quoi. Voilà, Ouais. de façon littéraire. Et donc, on explique bien les choses. Et donc, du coup, pour expliquer bien les choses, on écrit des dialogues, on explique bien. Et voilà. Donc, d'un certain sens, je le dis ça d'une façon un peu, excusez-moi, polémique, je le revendique. Les scénarios, c'est de plus en plus une liste de dialogues où on explique parfaitement bien les choses et qu'on fait plus confiance aux images, c'est-à-dire que les images, ils deviennent souvent des illustrations du scénario. Ouais. C'est-à-dire que, donc on arrive à des trucs complètement absurdes. Là, je généralise bien évidemment. On lit des dialogues où les gens ils parlent de la misère, la pauvreté et tout, et puis tu dis au réalisateur maintenant, mais il y a un décor là. Est-ce qu'on ne peut pas ressentir ce qu'ils racontent eux par le décor et pas par le dialogue? Voilà. C'est des exemples un peu grossiers, mais que j'ai vécu aussi avec certains réalisateurs, tu vois, d'arriver sur un décor, je dis, maintenant, mais ce dialogue-là, dans ce décor-là, c'est un pléonasme. Ouais, il fait double emploi, donc, je sais pas, c'est peut-être pas... Et alors, le travail sur l'homme blessé, alors... L'homme blessé, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'on a fait une très longue préparation. D'abord, on ne se connaissait pas avec Patrice, et puis petit à petit, il fallait rentrer dans le film. Et Patrice, il a beaucoup insisté, il m'a dit, écoute, voilà, chose que je te demande, par exemple, entre autres, c'est qu'on ne dépasse pas. Je dis qu'on ne dépasse pas, qu'on ne dépasse pas dans... C'est-à-dire qu'on a un plan de travail et qu'on le respecte. Ben, je dis, oui, d'accord, moi je veux bien, mais je dis, tu sais, à un certain moment, je vais te dire ce que je pense sur certaines choses. Il m'a dit, oui, d'accord, très bien. Puis évidemment, moi, je lui disais des choses. Et ça consistait en quoi, cette préparation, concrètement? Les lieux de tournage. C'est-à-dire que oui. la gare, je ne sais pas quel extrait, c'est l'extrait de la gare ici? Oui, c'est un extrait de la gare qui est ensuite qui va dans une fête foraine qui est censée être juste à côté de la gare. Oui. Alors, attends, je ne me souviens plus très bien là maintenant. Ah ben, on va regarder l'extrait Oui. d'abord, peut-être. Alors, la gare du Nord, en fait, c'était 3 gares différentes. C'était la gare du Nord à Paris, c'était la gare de Breteau, l'ancienne gare de Breteau à Lyon, et une partie qu'on a tournée dans Villeurbanne, dans le théâtre voilà. Et c'est 3 lieux différents. Et pourquoi 3 gares différentes? Parce que vous ne trouvez pas les lieux dans lesquels l'action, ils voulaient tourner. Et tous les lieux, on les a... Enfin, oui, on les a choisis ensemble. Quand je dis, C'était ça, surtout la préparation. Oui, une préparation très longue. Et puis vraiment, avec Patrice, le contrat qu'on avait, c'est qu'on pouvait parler de tout. Voilà, donc je lui disais tout ce que je pensais, mais comment dire, c'était pas des rapports de force, moi je lui disais ce que je pensais. C'était la franchise. Oui, absolument. Et lui, il me disait, et puis on discutait, et puis on choisissait, puis on s'est... Parce que merde, là on s'est trompé, et hop, on rectifiait le tir. C'est très compliqué de tourner dans une gare, non? Enfin, je veux dire, dans une gare, il y a, à moins d'avoir une gare abandonnée qu'on remplisse de 500 figurants, mais non? Il n'y a nulle part que c'est compliqué. Si on sait ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Alors, le problème, c'est quand on ne sait pas. Le problème, c'est quand on ne sait pas. Donc lui, il savait exactement ce qu'il voulait, c'est ça que vous... Non, pas ce qu'il voulait. Il savait exactement où il mettait les pieds. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement. Mais par exemple, ce film, donc c'était tourné en pellicule, c'était les
pratiquement les premières pellicules très sensibles de Kodak. Oui. Et surtout, c'était les objectifs à grande ouverture, c'est-à-dire que les Qui objectifs permettent de filmer à basse lumière. à en basse fait. lumière, Ouais. voilà, et qu'ils ont une profondeur de champ minime, Oui. avec une définition qui était ce qu'elle était à l'époque. C'est parce qu'il fallait être très discret dans la gare ou c'était enfin, C'était des options qu'on a prises simplement parce que c'est clair que pour moi, c'est égal. On peut éclairer toute la gare du Nord, mais on n'a pas les moyens ni le temps. Et en plus, on rentrait en contradiction avec tous ces éléments que font qu'un film existe. C'est-à-dire que nous, en tant qu'opérateurs, on est obligé de tenir compte de tous ces éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Moi, je n'y crois pas au discours de l'opérateur inspiré, parce que des fois, tu peux avoir toutes les inspirations que tu veux, mais il faut avoir une équipe, il faut avoir du matériel, il faut avoir... Voilà. Et le cinéma, ça passe par là aussi. Je ne dis pas seulement, mais ça passe par là. Donc aussi. c'était un peu comme l'idée de respecter le plan de travail, c'était aussi respecter une certaine, Exactement. je veux dire, un certain, réalisme dans le. Une certaine façon de faire du cinéma, voilà. disons. Voilà, qui est liée aux contraintes aussi. Oui, mais les contraintes, il peut être créatif, attention. Voilà, comme chez Godard. Godard, Voilà. il n'y a que la contrainte. Il peut créer C'est ça. que dans la contrainte. Voilà. Et Chéreau. Ben, souvent. Il s'adapte, en fait. Je peux vous raconter une anecdote dans le fameux plan. Enfin, je ne sais pas si je peux raconter Oui. l'histoire de la séquence qu'on a tournée dans le tunnel, où la rencontre avec Bertin en bagnole. Avec Roland Bertin. Avec Roland Bertin et Jean-Hugues qui marchait. Ben, on tournait dans ce décor, mais pour toute une série de raisons, on était en retard, on tournait la nuit. Et le décor, il allait être détruit, mais pas le jour d'après, quelques heures après. Et nous, on est arrivés, je ne sais pas, autour de 3-4 heures du matin. On entendait les bruits des bulldozers qui allaient détruire le décor. Et Patrice, il vient vers moi, il me dit, écoute, là, je ne sais pas. Il dit, comment je ne sais pas? Je ne sais pas comment tourner, parce que tu vois un peu la situation. Mais je dis maintenant, Patrice, il faut qu'on trouve une solution ici. Et c'est vrai qu'on était très, très, très près. J'ai dit, maintenant, il y a lui qui marche. Oui, il y a lui qui marche. Bon, c'est sûr qu'on va suivre en travelling. Mettons une caméra sur une voiture, une décapotable, et mettons en place le plan. Moi, je vais mettre un projecteur. On suit lui qui marche. Après, on fera rentrer la voiture. Enfin, bref, la mise en scène, elle est née vraiment de ce dialogue-là. Et on a tourné la scène, on avait peur parce qu'on ne savait pas très très bien ce qu'on allait faire. Et bon, c'est devenu la scène du film, l'affiche du film. Voilà. Mais ça, c'est des moments de grâce qui arrivent. Mais ce n'est pas une façon absolue pour pouvoir tourner des films. Très bien. Bon, on va regarder l'extrait. Oui. C'est clair ce que je dis, moi. Pardon, monsieur, excusez-moi. Ah, toujours dans les jambes de tout le monde. Alors, hein? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Laisse-moi. Les nouveaux? Oui, il est avec moi. Ça m'a l'air très mignon. Tu veux combien pour ça? Celui-là, je ne le donne pas, je peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Je veux pas. C'est mon frère. Et qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? T'es un con. Moi aussi, je suis un con. J'ai ces trucs à porter. Et pour ce que ça me rapporte, de toute façon, il ferait mieux de rester couché, hein.
Je suis en retard. Faut que j'y aille. Où ça? Hein, où ça? Et tu fais quoi? C'est pas à toi que je vais le dire. Je suis dans le commerce. Ah, tu fais les affaires, c'est ça? Non. Alors tu fauches des trucs? Hein, c'est ça, tu fauches? Si tu veux. Comment ça te veut? Passe-moi un franc. Pousse-toi. À toi. Tu vas encore? Un franc. T'es pas bien fort, hein? Attends, on recommence. Voilà, il est nerveux, lui. Il avait les lettres. 600! Oui. Alors juste, non, il y a un terme, en fait, quand on n'est pas du métier, on ne comprend pas. Renato, qui a interrompu l'extrait, enfin pendant l'extrait qui a parlé, qui a dit là, c'est un plan tourné 2 jours et on a borgnolé. Alors borgnolé, c'est tout le monde dans le milieu du cinéma connaît ce terme, qui vient de la célèbre entreprise de pompes funèbres Borgnole. C'est en fait occulter la lumière du jour dans des décors avec des grands draps noirs opaques qui ne laissent pas passer la lumière. Voilà, c'est ça borgnolé. J'ai expliqué pour. Alors. Non, mais ce que je voulais vous raconter, ce qu'on s'est partagé avec Patrice, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a tourné une séquence très compliquée, borgnolée, c'est-à-dire qu'on a passé des heures pour borgnoler toute la brasserie Georges. Je ne sais pas si vous connaissez la brasserie Georges, énorme, ouais. à Lyon, elle est gigantesque. Il y a eu au moins 6-7 heures de travail d'une équipe juste pour faire la nuit. Parce que vous ne pouviez pas tourner de nuit. Une histoire de plan de travail. D'accord. C'était impossible. Ouais. Enfin, impossible avec ce plan de travail. Et donc, on a fait ça. Bref, on avait 2 séquences à tourner. On a tourné une séquence avec Roland Bertin, le repas, et c'était le premier jour de tournage avec Vittorio. Et on doit tourner tout de suite la séquence derrière. Et Patrice, tout à coup, il me dit, bon, maintenant, on va en extérieur. Mais je dis, comment en extérieur? On a une autre séquence à tourner. Non, on ne tourne pas. Eh oh, Patrice, souviens-toi. Le plan de travail. Le plan de travail, tu m'as demandé. Non. Bref, on s'est engueulé. On s'est engueulé avec tout un mélodrame absolument incroyable. Finalement, un directeur de production arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, non, mais il faut qu'on tourne. Bon, moi, j'étais là, oui, allez, on tourne. On a tourné la séquence. Intérieur. Intérieur, avec la rencontre, la toute première rencontre, que c'était le premier jour de tournage pour Roland Vittorio. Non, pour Vittorio, mais autre chose, oui, celle qu'on a vue. On l'a tournée, donc, à la suite.
Mais c'était très, très dur. On s'est vraiment engueulé fort, quoi, je dis. Bref, et puis ça s'est résolu le jour d'après d'une façon un peu mélodramatique, mais ça s'est résolu parfaitement bien. Et Patrice, il m'a remercié. Je dis, bon, mais c'est pas pour autant... disons que des fois, en tout cas en ce qui me concerne, quand on est mouillé dans un film, quand on est dans un film, c'est vrai que le travail de l'opérateur il est très important, mais on est confronté à toute une série d'autres problèmes qu'on doit, bien ou mal, à tort raison, juste ou faux, gérer aussi. Et je vous assure, ce n'est pas toujours facile, mais qui vont bien... je dirais qu'ils vont au-delà du métier de l'opérateur. Et la scène de la fête foraine, elle est tournée dans... Petite équipe. Ouais. Dans un autre... Pas tous les plans, parce qu'il y a différents plans. Dans un autre endroit complet? Ah oui, c'était... Le film, il était très, très éclaté. Très, très... les lieux de tournage, ouais. Oui, les lieux de tournage, c'est pas du tout... Il y a des cinéastes, par contre, avec lesquels c'est impossible de tourner... de façon éclatée. De tourner dans différents lieux. Ouais. Philippe Garel, avec lequel... Ça viendra après. Ah oui, pardon, ouais. pardon. Bon. Donc, non mais là... oui, parce qu'à côté de la gare du Nord, il n'y a pas un terrain vague avec une fête foraine. Ça, c'est, Non, là, c'était Lyon. Oui, j'étais à Lyon. Grosso modo, c'était Paris et Lyon. Mais c'était un film qu'on a vraiment très, très bien préparé. Oui. Mais très, très bien préparé, sans un découpage précis. C'est-à-dire je ne sais pas quel terme employer, disons qu'on allait dans les lieux, on y restait, on parlait, on se donnait différentes possibilités, quoi, je dis. Et qui était après décidé le jour du... Si. Une fois qu'on possède ces choses-là, les décisions ils peuvent se prendre très vite. Oui. Si on arrive dans un décor qu'on ne connaît pas, qu'on regarde et tout, alors là, c'est la pire des choses. Enfin, en tout cas, ce qui me regarde, on ne peut pas. Tandis que si on va dans des décors qu'on connaît, qu'on sait, on sait un peu comment les gens se déplacent et tout, donc on a déjà des idées de comment pouvoir mettre des lumières. Et les, comment je dire, les déplacements des acteurs, c'est déjà discuté avant, ou bien vous voyez sur place, vous voyez comment ils jouent la scène? Non, en général, on savait à peu près où ça allait se passer. Oui, on saurait que c'était plutôt ici, que c'est pas tout en haut. Voilà, pas plus. Non, pas plus. Oui. C'était pas comme, par exemple, sur le film d'Alain Resnais, où il y avait cette phase de répétition. Là, on avait répété avec les comédiens. Pendant des semaines. Alain Resnais, il a fait dessiner par Jacques Saunier dans une énorme pièce, mais bien des mois avant le tournage, tous les décors. Les éléments de décor. Avec des gaffers par terre, différentes couleurs, qui représentaient la surface dans laquelle les comédiens pouvaient bouger, et que lui, il adaptait les dialogues en fonction des déplacements des comédiens. Non, plutôt le contraire, le déplacement des comédiens en fonction des dialogues. Mais c'était déjà prévu là, et après on les vérifiait sur place, et du coup on pourrait aussi modifier ça, bien évidemment. Mais pour modifier, il faut passer par quelque chose, il faut essayer, quoi. Le cinéma, il ressemble plus à la musique qu'autre chose, mais enfin, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Alors là, on va passer un extrait à une autre collaboration importante et suivie de votre filmographie, c'est Amos Gitaï. Alors, c'est un extrait pour moi d'un de ses meilleurs films, qui est Kadosh, mais qui fait partie en fait d'une trilogie sur des villes israéliennes. Donc alors, le film de Jean-Luc Godard, c'était 1979, Patrice Chéreau, c'est 1982, et Kadosh, alors je vais regarder, c'est vachement bien, parce que dans cette table des matières, en fait, il y a les années. Donc, c'est bien. Hein, ouais. C'est donc le milieu des années 90. D'abord, juste votre rencontre avec Amos Gitaï, ça s'est déroulé comment? Est-ce que vous connaissez son travail? Comment? Oh là là. Amos, il m'avait contacté, déjà très long, bien avant.
Le problème, c'est que lui parlait anglais. Moi, je connaissais 3 mots d'anglais et on ne pouvait pas beaucoup communiquer, quoi. Bon, entre-temps, lui s'est établi en France et tout. Il a appris le français. Il a appris le français. Bref, il me propose, le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Devarim, oui. Il avait vu, je crois qu'il avait vu des films que j'avais fait, et puis il m'a Godard, contacté peut-être, pour faire. non? Oh là là, je ne sais plus Ouais. exactement. Il me propose de tourner un film. Et moi, je t'avoue que je ne connaissais pas très bien ces films. Je l'ai rencontré, et puis je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'appartiens à cette génération de gens qui ne veulent pas mettre les pieds en Israël. Il me dit, ah bon, mais pourquoi? Ben, je dis, tu vois, je ne suis pas tellement d'accord avec la politique d'Israël, j'ai un peu de problèmes. Et il me dit, mais écoute, viens en Israël et tu verras. Mais je dis, d'accord. Et rien, je suis parti. C'était la première fois que j'y allais, bien évidemment. Et il m'a dit, alors maintenant, avant de parler de cinéma, tu viens avec moi à Jérusalem. Et il m'a montré 2 ou 3 choses qu'il connaissait bien de Jérusalem. Et il faut bien dire que j'ai changé d'autres de mes idées préconçues sur Israël, quoi. Je dis que c'est un pays que lui, il aime fondamentalement, mais qu'il est très critique, quoi. Oui. Je dis. Donc, du coup, voilà, et c'est né toute une relation, là, une fois de plus, qui va bien au-delà que du cinéma, quoi. Alors, Pas toujours simple. Hein. il y a une chose que moi je trouve très belle dans Kadosh par rapport à ses autres films, c'est que c'est un film. Kadosh, c'est un film d'amour. C'est 2 histoires d'amour. Pour la seule fois aussi prépondérante dans toute sa filmographie. Et c'est l'un de ses films les plus émouvants. C'est l'histoire de 2 sœurs. La sœur aînée est mariée depuis 10 ans à un rabbin ou Un religieux. un religieux, Un religieux mais très ultra orthodoxe. voilà, très orthodoxe. C'est un univers en plus que apparemment Amos Gitaï ne connaissait pas bien, donc ni ses acteurs. Donc il y a eu voilà toute une préparation d'imprégnation de ce milieu très orthodoxe. Et la jeune sœur doit se marier. Alors le problème de la sœur aînée, c'est qu'elle n'a pas enfanté, elle n'a pas eu d'enfant en 10 ans. Donc la loi autorise le mari à la répudier si elle n'a pas fait d'enfant en 10 ans. Et or, le mari et la femme sont très très amoureux. Et la jeune sœur, elle est promise au mariage avec un homme qu'elle n'aime pas, et elle est très amoureuse d'un homme qu'elle connaît par ailleurs. Et là, dont on va voir que bien que mariée, elle sort de l'appartement conjugal et elle va voir son amant. Voilà. Et vous allez voir le caissier de la boîte de nuit, enfin qui l'accueille dans la boîte de nuit, c'est Amos Gitaï, le réalisateur. Oui, qui est un bon comédien. Alors, juste une petite anecdote sur les contradictions que j'aime dans ce pays. Le rôle du rabbin, oui, il était tenu par un Palestinien, un acteur palestinien. Donc ça, il faut le faire en Israël, mais c'est un pays où on peut faire ce genre de choses. Voilà, c'est très difficile de choisir un extrait court de Kadosh, en fait. Et j'avais hésité entre ça et le plan séquence, qui est l'avant-dernier plan du film, mais qui était trop long, en fait. Donc voilà, là, je pense qu'il y a une très bonne illustration de ce que vous disiez entre ce qu'un film raconte et ce qu'un film montre. C'est-à-dire, on voit que la mise en scène, c'est la mise en scène qui raconte. Oui, alors, beaucoup de choses à dire. Uri Klausner, qui est l'acteur qu'on voit là-bas, il est absolument génial comme acteur. C'est vraiment un très, très grand acteur. Et il faut dire qu'en Israël, il y a vraiment des très, très bons acteurs. Et il avait quand même une assez grande liberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place le plan, bon, il y avait elle qui arrivait les escaliers comme ça, et puis on lui a dit à peu près les déplacements. Ça serait bien quand même dans les moments très violents que tu sors un peu du champ, parce que bon,
C'était pas la chose la plus intéressante à filmer. Et par contre, quand tu rentres dans le champ, là, il peut avoir une certaine violence et qu'il saute au-dessus du lit et tout ça. Alors lui, dès qu'on lui faisait ses propositions, il disait « Ah oui, oui, génial, très bien, je le fais. » Oui. Et il était très, très rigolo. Et avant de tourner, on était mort de rire, souvent, dans ce film-là. C'est un film très dur et très triste. Hein, mais souvent, enfin, je peux vous en raconter pendant des heures. Il y avait un rabbin tout le long du film qui était très sympathique, lui aussi. Enfin, bref. Une sorte de consultant. Oui, un consultant, il était là. Pour dire si c'était exactement oui, les gestes. pour voir si c'était... Il y avait un casting de rabbin aussi assez incroyable parce que finalement, c'était un rabbin qui a accepté de venir sur le film. Enfin, c'était vraiment... Enfin, il était très sympathique, c'était souvent très drôle, mais alors il ne nous laissait pas faire certains trucs. Il était très strict sur le côté religieux parce que personne ne connaissait bien ça. Bref, donc du coup, la mise en scène, c'était... On lui avait donné, il y avait une porte, dont la porte, ben oui, c'est celle-là. Nous, on avait cadré en sachant à peu près ce qui se passait, mais ils avaient une énorme liberté, les comédiens, quoi. Je dis. Donc, il y avait quand même, à l'intérieur d'une demande, il y avait une improvisation évidente. Et pratiquement tout le film était fait comme ça. Incroyable. Ouais. Et je sais qu'il y a eu un critique qui avait dit, c'est incroyable, parce que c'est un film où on sent les marques posées par terre pour les comédiens. J'ai jamais compris pourquoi il disait ça, parce que les comédiens avaient une liberté tellement incroyable. Mais c'est vrai que, comment dire, si tu filmes une porte, ben oui, le comédien, il est au-dedans ou dehors, mais la porte, c'est elle qui délimite l'espace. C'est-à-dire que nous, on travaille très, très souvent avec Amos comme ça, quoi. Okay. Enfin, sur le film, je peux vous en raconter pendant des heures. On n'a pas le temps, malheureusement, parce que moi, j'ai envie quand même de montrer un maximum d'images. Le prochain extrait, c'est un metteur en scène avec qui vous poursuivez une collaboration très fidèle. C'est Philippe Garrel. Oh. Alors, et moi, alors évidemment, à chaque fois, je choisis des extraits. C'est l'un de mes films préférés de Philippe Garrel. C'est L'ombre des femmes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un extrait en noir et blanc. C'est le seul extrait d'aujourd'hui en noir et blanc. Philippe Garrel adore le noir et blanc. Il filme en 35 mm. Le rapport avec Kadosh, c'est que dans la scène que vous allez voir, il y a Stanislas Merard qui joue le rôle principal et qui est marié à Clotilde Courreau. Ils sont très amoureux, mais c'est l'histoire d'un homme qui trompe sa femme. Et donc là, vous allez le voir qui quitte la chambre de sa maîtresse pour revenir dans l'appartement conjugal. Et vous allez voir la scène qui suit. Et il y a une chose aussi intéressante dans ce film, c'est qu'il joue le rôle d'un cinéaste, d'un documentariste qui travaille avec son épouse. Et ils font un film sur la guerre et sur la résistance. Donc un extrait, je pense aussi très intéressant pour ce que le noir et blanc peut raconter. On parle après de la méthode. Oui, on parlera ensuite de la méthode Philippe Garrel qui est très particulière. Oui. Oui, très particulier, c'est vrai. Merci.
t'aimais pas les fleurs, maintenant t'aimes ça. Hein? C'est parce que les fleurs, c'est un classique des femmes trompées. Le mari va voir sa maîtresse, puis il revient avec un bouquet de fleurs. Alors avant, quand je te voyais arriver avec des fleurs, je pensais que ça se passait mal. Maintenant, je te fais confiance. Tu sais, toutes les filles se méfient des mecs qui arrivent avec des fleurs. C'est un classique. Non. Tu savais pas? Je connaissais pas bien le problème juif pendant l'occupation. On savait pas. J'étais pas entouré de juifs. On n'a pas su. On a su après. La libération, les camps, oui. Et moi, ayant été arrêté, j'étais amené à la santé. La reflux Veldiv, j'ai pas su. J'ai jamais fait un tournage aussi difficile. À la Libération, Paris, les rues étaient désertes. Tout le monde était allé chez lui. On était seuls, nous, dans les rues. Je me souviendrai toujours une masse tassée dans l'encoignure noire. La porte Saint-Martin commandait le détour. Hirsute, la barbe rongée de sel et poivre, des yeux petits, pas de regard ni de bouche. Quant aux dents, l'apparition de mon cerveau malade, un gros bébé mort, revenu de l'enfer. Non, c'était un homme. C'était un homme, oh mon Dieu, un de la race des dominants. C'est bien ce film, il est pas mal. À chaque fois qu'on montre un extrait, Renato dit « Ah, c'était bien ce film quand même. » Voilà. Bah oui. Bah, vous avez fait des bons films hein, quand même. Non, mais c'est longtemps que je ne vois plus, enfin bref. Et alors, c'est intéressant. Alors, la méthode Garel, c'est une méthode très, très particulière. Et, expliquez peut-être en quoi c'est particulier sur le tournage. Oui, alors, bon, je ressens un scénario comme ça, je lis de décor, de dialogue, voilà, les décors, ils expliquent à peu près. Hop, je ferme le scénario, j'appelle, je dis bon ben voilà, maintenant qu'est-ce que tu veux en faire de tout ça? Je le connaissais, ça c'est le premier film qu'on a fait ensemble. Hein. Je le connaissais pas très bien dans son travail. C'est scénario écrit avec Jean-Claude Carrière, je précise. Oui, ils étaient 4. Notamment, oui. Et bref, donc voilà, et me dit tout de suite, bon, ben voilà, chose très très simple, on va tourner selon l'ordre du scénario. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un comédien, il y a une action qui se passe dans une cuisine, le comédien il descend, il va dans la rue, il remonte dans la cuisine. Alors nous, on sort avec lui, on descend, on va dans la rue et puis on remonte dans la cuisine. C'est-à-dire que on ne tournait pas par décor. Comme ça se fait d'habitude. Comme on fait d'habitude. Comme, donc ça veut dire qu'on revient sans arrêt dans les mêmes décors. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut déménager tout l'éclairage, les caméras, tout le tralala. Il faut que les décors restent disponibles. Et que les décors, il faut qu'ils soient disponibles, bien évidemment. Alors ça, déjà, ça... Puis je lui dis, mais t'es sûr que ça marchera? Il m'a dit, si, j'ai toujours tourné comme ça. J'ai dit, ah, bon, ben, écoute, oui, on verra, quoi. Je dis, il faut peut-être avoir une équipe de déménageurs et pas une équipe d'électriciens, de machinistes, c'est peut-être mieux. Oui, tu verras. Bon, d'accord. Deuxième chose qui est très important, une prise. Voilà, ça c'est le truc mythique de Philippe Garel. Oui. On fait une seule prise par plan.
j'ai quand même fait passer 3 réalisateurs qui faisaient aussi une prise. Hein. C'était Éric Romer dans Les Nuits de la pleine lune, une prise. Hein, Donc vous étiez déjà un peu habitué. J'étais déjà un peu habitué. Et Manuel d'Oliveira aussi une prise. Donc, c'est vrai qu'en tournant en pellicule une prise et tout, il faut être sûr. Hein, il ne faut pas se tromper. Quoi, et pour les comédiens aussi, c'est une sorte de pression. Hein. Voilà, pour les comédiens, c'est vraiment très important parce qu'il y a quand même une tension qui monte. Et ils répètent très, très, très longtemps à l'avance. Bah oui, parce que sinon... Avec les comédiens. Oui, mais pas quelques mois. Le dernier film, bon, c'est des enfants, mais il a répété à peu près une année. Il se voit une fois par semaine. Le film qui a eu l'ours d'argent à Berlin. Celui qui a eu l'ours d'argent à Berlin. Mais dans les autres aussi, quoi. Je dis, il répétait énormément. Après, une fois qu'il a répété, il ne connaît pas encore les lieux de tournage. On arrive sur le lieu de tournage, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils font les comédiens. Et hop, tout le monde dehors. Je répète avec les comédiens. Et là, il y a un découpage qui commence à faire surface. Avec les difficultés, parce que des fois, c'est vraiment des galères absolument terrifiantes, parce qu'on ne sait pas comment on va éclairer. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées, et puis tu t'aperçois que finalement, tout rentre dans le champ, la caméra se met comme ça, hop, tu as le plafond dans le champ, puis tu lui dis, mais tu ne crois pas que si on met la caméra un peu plus haute, c'est peut-être un peu plus facile? Non, la caméra doit rester là. Bref, tu avais prévu de mettre des lumières et il n'y a jamais rien qui fonctionne, quoi. Et donc, il faut qu'on aille le temps d'installer d'autres lumières. Et en général, on en a très peu de temps, quoi. Je dis, on tourne quand même relativement vite. Mais ça aussi, il ne faut pas le prendre comme une limitation, mais au contraire, en tout cas pour moi, c'est un défi. Une stimulation presque. Absolument. C'est-à-dire que c'est un défi. Mais ça, c'est un tout petit peu ma philosophie. Je considère qu'il n'y a pas de films riches et pauvres. Je pense que, là, j'aime bien, parce que je dis ça un peu provoquant, je ne pense pas qu'il y a des problèmes de moyens dans les films. Je ne crois pas. C'est-à-dire chaque film a... Voilà. Et je pense que la chose la plus importante, c'est pour ça que moi, je pense que la préparation, c'est quelque chose de vraiment essentiel, c'est que dans la préparation, elle sert à trouver la cohérence propre de chaque film, y compris le plan de travail, les moyens, comme je disais tout à l'heure, et qu'en tant qu'opérateur, il faut jouer avec tout ça. Mais une fois que les règles ils sont définies, hop. Et l'usage du noir et blanc qui donne quand même du coup une importance énorme. Donc pellicule, hein, oui, ça pellicule noir et blanc. En pellicule, ça donne à la lumière une importance essentielle dans son. Enfin, je veux dire encore plus parce qu'il n'y a pas les couleurs. Oui, mais c'est le genre de cinéma qui est comme ça. C'est pas le noir et blanc. C'est que tu sais dès le début que tu vas tourner en noir et blanc. Donc, hop, comment dire. Évidemment, c'est une autre technique, mais comment dire, ça fait partie des règles du jeu qui sont acceptées ou pas, tu vois. Oui, mais moi, ce qui me frappe, ce que j'aime bien aussi, spécialement dans le film qu'on a vu, L'ombre des femmes, c'est que le noir et blanc à la fois peut styliser l'image. Ben oui. Par exemple, quand il rentre dans sa chambre et puis qu'il y a les oui, alors là, oui, absolument. Voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Alors là, on est dans la convention la plus classique. On en a parlé de ce plan-là. Je dis, c'est la contradiction du métier qu'on vit. C'est-à-dire qu'il faut de la lumière pour imprimer la pellicule, mais il ne faut pas éclairer. Oui, tu vois, on est dans le noir. Si c'est la nuit, on est dans le noir. Donc comment on fait? Je dis, là, c'est vraiment tragique. Donc, on est évidemment dans les nuits, on est dans une convention, qui est une convention à peu près acceptée. Comme dans les films noirs, quoi. Avec le cinéma. Donc, il s'agit de trouver des lumières telles qui évoquent d'une façon ou d'une autre la nuit ou le noir. Bon, là, en plus de ça, je ne sais pas si tu as vu, tu avais les droits qui avaient des lignes. Il y avait le décor qui avait des lignes verticales et il y avait des lumières qui avaient des lignes horizontales. Je dis, là, il y a quand même une inflation de lignes. Je me souviens, et puis Philippe qui disait, ah ben oui, non, mais c'est bien et tout. J'ai dit, oui, bon, d'accord, très bien. Allez. Et ce qui m'intéresse, c'est que, alors, vous avez à la fois cette stylisation apportée par le noir et blanc et une forme aussi de réalisme apporté par le noir et blanc
qui est une image presque, je dirais, qui est l'image des anciens journaux où les photos étaient en noir et blanc, les actualités c'était en noir et blanc, la télévision. Enfin, je veux dire, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que Philippe Garrel, il cherche une sorte de vérité avec cette première prise, qu'il retrouvera peut-être pas si on multiplie les prises, et que dans ce film, les deux personnages font des documentaires. Ils font des documentaires, donc ils sont censés filmer la vérité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils font un documentaire avec une caméra fixe, et puis vous êtes un peu mobile quand vous les filmez, que vous filmez. Donc comme s'il y avait une contradiction là, et il s'avérera, c'est le coup de théâtre de la fin, que ce documentaire est un mensonge, c'est-à-dire que c'est un faux résistant. Ce qu'il raconte, le monsieur, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ouais. Donc voilà, il y a ce jeu toujours qui est très intéressant chez lui, entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on ment, ce qu'on cache. Voilà, l'homme qui revient, puis la femme qui lui dit exactement la situation qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, tu m'as trompé, tu m'offres des fleurs, et puis mais je te fais confiance. Alors là, on voit aussi qu'il y a de l'ironie dans et du paradoxe dans ce cinéma-là. Oui. Alors, il ne faut pas vous oublier le fait que quand on tourne un film, bon, en tout cas ce qui me regarde, on est immergé dans un projet et hop, on va un peu dans le courant. Et tout ce que vous dites là, c'est des éléments d'ordre critique. A posteriori. Que nous, en faisant les films, on n'est pas totalement conscient, je dirais, même les réalisateurs, parce que tout à coup, le film, il commence à vivre tout seul, c'est-à-dire qu'il y a un comment dire, c'est comme un petit enfant, le film, c'est-à-dire tout à coup, il grandit, et puis on est là, on voit qu'il grandit, et commence tout à coup, un film, il commence à devenir autonome. Et il dit, t'as beau à nourrir et tout, mais il sera toujours autonome. Et là, très souvent, ce qui m'est arrivé, très souvent, on se laisse, il ne faut pas résister, quoi. C'est pas qu'on, on se laisse conduire. Ouais, c'est le film qui vous conduit. Et voilà. Et c'est le film que tout à coup, il prend le pouvoir. Et là, il y a des moments de insécurité, on ne sait plus très bien. Mais il faut y aller, quoi. Le courant, il est là maintenant. Et bon, là, je généralise un peu. Et des fois, ça devient vraiment intéressant quand on commence à rentrer dans un film comme ça. En tout cas, moi, c'est un peu la façon avec laquelle j'aborde. Et c'est pour cela que je considère qu'effectivement, la technique, c'est important dans les films. Mais bon. Elle est au service. Au service du film. Ouais. Et une fois qu'on a résolu 2 ou 3 problèmes techniques, après, hop, on coup de balai là-dessus et il faut aller à l'essentiel, quoi, je dis. Alors, on ne va pas passer les derniers extraits, malheureusement. C'est un film magnifique et ça aurait été très intéressant d'en parler puisque c'est Il Bucco. Mais on n'a pas le temps parce que la conférence tire à sa fin et je voudrais laisser un temps de parole pour que les spectateurs et les spectatrices posent des questions à Renato Berta. Profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on a avec nous quelqu'un qui a travaillé sur autant de grands films et qui est là à votre service pour nous livrer ses secrets, s'il y en a, ou pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, il y a des micros qu'on va vous faire passer, peut-être ? Oui ? Levez la main si vous avez des choses. Il y a une question là, ici, tout près, quasiment au premier rang. Et déjà, à l'avance, si vous avez des questions à poser, vous levez la main pour qu'on puisse vous donner le micro. Il y en aura une autre là-bas. Alors, bonjour. Bonjour. Par rapport à Il Bucco, justement, parce que vous parliez durant la masterclass du fait que vous trouviez qu'aujourd'hui, on était beaucoup explicite dans les dialogues et qu'on laissait peu de présence, peu de place à l'image aujourd'hui. Et Il Bucco, c'est un peu vraiment à l'antithèse de ça, parce qu'il n'y a quasiment aucun dialogue et c'est que de l'image. Et justement, je voulais connaître un peu votre expérience sur le film, parce je trouve qu'il est très beau, et surtout les contraintes que vous avez rencontrées sur le tournage, cette manière de tourner dans cette grotte, de filmer ce paysan. Comment ça s'est passé Alors, oui. Juste, il faut peut-être, comme on n'a pas eu le temps de passer des extraits, en plus, ils étaient un peu longs parce qu'il faut un peu s'installer. Il Bucco, on a l'impression que c'est un documentaire, en fait, puisqu'on suit quasiment, on a l'impression de suivre en temps réel une expédition spéléologique, sauf que c'est une reconstitution des années 60, donc c'est extrêmement mis en scène, si j'ose dire, mais
comme si on avait filmé à cette époque-là, avec un petit village où il y a une équipe de jeunes spéléologues qui viennent pour explorer une grotte, et vous avez en parallèle la vie du village et l'expédition spéléologique qui s'enfonce dans les entrailles de la Terre, donc dans une obscurité assez impressionnante. Voilà. Donc, oui, je crois que je vais vous expliquer en long et en large un peu plus tard, parce que c'est assez long. Grosso modo, bon, c'est un film où l'histoire en soi, l'événement et tout, ça n'a pas un grand intérêt. Bon, une fois de plus, c'est ce qu'on en fait de cette histoire. Alors là, ça devient vraiment important. Et c'est vrai que les dialogues, il y en a, disons que le récit, il n'avance pas grâce au dialogue, mais il n'avance pas non plus essentiellement grâce à l'image. C'est vraiment, oui, l'image, elle est importante, mais c'est, j'ai presque envie de dire, c'est pas dans le sens photographique. Il faut voir le film, c'est très particulier le film. Et si vous voulez, le credo qu'on avait dans ce film, et ça c'est beaucoup de préparation, c'était de pouvoir filmer des paysages de nuit, de jour, d'une façon relativement, appelons ça, classique, et de filmer ce qui se passe dans le trou avec les éléments qu'on avait, notamment avec la découverte, ils découvrent cette grotte à travers leur lumière à eux. Et autour de ces lumières, il y a le noir. Et c'est la première fois que j'ai travaillé avec des noirs absolus. Hein, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait de la photographie dans un ensemble, on se bat contre les noirs. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de ressortir un minimum de quelque chose. Tandis que là, c'est vraiment l'écran. Dans les grottes, c'est l'écran qui change de forme sans arrêt. Voilà. C'est devenu un peu l'esthétique qui nous a conduits dans le film. Après, bon, moi, je ne suis pas rentré dans les grottes parce que c'est un truc de fou. Je ne sais pas. J'ai dit non, attendez. Moi, j'ai dit, moi, là, jamais. Et parce que c'est des ethnologues, ce n'étaient pas des boy scouts. Hein, c'est assez angoissant. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Je dis, ils allaient quand même. Il y avait des parties du décor qu'ils ont mis 4 heures pour y arriver. 4 heures. Moi, j'ai dit, mais moi, avec des caméras là-dedans, non. Donc, de toute façon, il y avait des fils pour la sécurité, parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité très, très importants. Et j'ai dit, attendez, si on met des fils, on peut mettre un câble optique. Et nous, on dirigeait pratiquement l'image de l'extérieur. Oui. Mais, bref, mais c'est une histoire un peu longue, là. Alors, grosso modo, c'était ça l'intérêt photographique que je portais au film. Alors, il y a 2 questions. Il y en a une là et un peu derrière vous. Oui. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre présence sur le festival. Je suis à titre personnel passionné par vos images et votre travail, votre façon d'appréhender le cinéma, et je me posais une question. Vous avez aujourd'hui plus de 50 ans de carrière, il me semble, donc on a eu le temps de brasser de la pellicule et de brasser de l'image depuis, et je me posais la question, vous qui avez vécu du coup ce passage du pelliculaire au numérique, vous qui avez vécu ce passage-là dans l'industrie et dans l'art cinématographique, quel est selon vous l'apport ou ce que le numérique a enlevé ou apporté au cinéma en général? Mais très brièvement, en fait. Oh là là. C'est un sujet de conférence. Bon, alors, moi je pense que le numérique, en tout cas, grosso modo pour moi, le numérique c'est un support. Voilà, c'est tout. Donc un support qui avec ses caractéristiques, autant que des pellicules, ils avaient ses caractéristiques. Bon, évidemment, ça a facilité, du point de vue quantitatif, ça a facilité beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même faire, disons, plus facilement des images. On a accès, il y a une démocratisation qui est arrivée. Bon. Avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, cela dit, on voit un peu ce qu'on en fait aujourd'hui de nos démocraties. Hein. Je dis, il y a des guerres partout, des gens qui s'entretuent et tout. Alors, le numérique, je ne peux pas faire abstraction du numérique seulement dans la prise de vue. La tragédie du numérique, c'est que ça envahit notre quotidien, ça nous pousse à raisonner dans un système binaire, et aujourd'hui, on doit répondre toute la journée par oui ou par non. Tu aimes ce film? Oui, non. Les grilles, ils n'existent plus. Ça, c'est la tragédie du numérique, pour moi. Voilà.
Grosso modo, c'est pas ce que mal, je pense. Mais pas très mal vite. comme réponse. Hein? Voyez, Renato sait se plier à la contrainte. Il aurait pu faire 2 heures sur le numérique et il a fait exactement 1 minute et demie. À vous. Oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir les plus grosses difficultés que vous avez eues en tant que chef opérateur. Ah, les plus grosses difficultés. Est-ce que c'est des difficultés humaines ou des difficultés techniques ou des difficultés artistiques? Non, écoutez, j'ai eu la chance de tourner des films un peu partout. J'ai voyagé, moi, j'ai eu la chance en 1973 de faire le tour du monde. J'ai fait le tour du monde en filmant. Voilà. À l'époque, je travaillais beaucoup en 16 mm. À l'époque, on avait les outils. On avait les mêmes outils que la télévision. Donc, du coup, on pouvait jongler entre le cinéma et la télévision. Il y avait une espèce de mariage de fête qui se faisait. Et j'ai tourné beaucoup d'émissions de télévision. Et là, c'était un film pour la télévision que j'ai fait pendant 4 mois autour du monde. Donc, difficultés. Si, on a eu des difficultés, mais on a eu beaucoup de plaisir. Donc, j'ai vécu tout le temps en aller-retour entre le plaisir et les difficultés. Les difficultés, c'est un peu les rapports qu'on a avec les gens ou de filmer des choses horribles. J'ai filmé des choses horribles. Quand vous filmez des gens qui sont en train de mourir devant vous ou qui te racontent des choses absolument horribles, ça, c'est pas facile à digérer. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré, par exemple, me diriger plus vers la fiction, dans le sens qu'il y a des comédiens qui sont payés pour faire leur boulot et qui sont souvent très bien payés, presque trop souvent, mais au moins les rapports ils sont clairs, que filmer des choses réelles, des choses très très dures, ça c'est pas facile à digérer. Bon, voilà, grosso modo, c'est à l'intérieur de ces 2 extrêmes que j'ai toujours jonglé. Parce qu'il y a une chose peut-être qui est intéressante dans ce que vous avez dit, entre le plaisir et la difficulté, mais j'ai l'impression que dans votre philosophie de professionnel, le plaisir provient de la difficulté, c'est-à-dire d'avoir pu surmonter une difficulté. Mais disons que des fois, les difficultés, ça amène une réflexion que le normal n'amène pas trop. Il faut se méfier des choses installées, quoi. Je dis, et ça, c'est comment dire, c'est des équilibres qu'il faut trouver, quoi. Je dis, mais ça, bon. Et après, des difficultés, ça peut être aussi des difficultés d'ordre relationnel ou humain, comme vous avez dit tout à l'heure avec Patrice Chéreau sur l'ordre de tournage d'un plan. Oui, mais c'est des difficultés qui se positivisent, j'ai presque envie de dire, parce que n'empêche que moi, quand j'ai eu ce problème, quand on s'est engueulé, excusez-moi, avec Patrice, ça nous a rapprochés. Mais est-ce que vous avez des souvenirs horribles où on s'engueule et que ça ne se rapproche pas? Oui. Oui. Ne me demandez pas avec qui, parce que c'est un peu désagréable, mais j'ai eu des problèmes avec des gens avec lesquels, tu vois, ils demandaient de faire un plan large, serré, il faut faire un travelling, mais un plan fixe, enfin des gens qui te racontaient n'importe quoi, et que le dialogue, il était absolument impossible, quoi, je dis... c'est le plus dur, ça, non? Mais si, parce qu'en général, quand on arrive à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'est trompé. Oui. Et voilà, donc on se retrouve à travailler avec des gens comme ça. Tu vois, je dis qu'ils te demandent de tourner une scène de bal dans une cabine téléphonique. Je dis oui, bon, c'est possible peut-être, mais ça sera pas... Il n'y aura pas beaucoup de figurants. Enfin, voilà, donc c'est vrai que je me suis confronté à des choses totalement absurdes, mais c'est vrai aussi que des fois, je me suis retrouvé devant des problèmes que je n'arrivais pas à résoudre et qui puis se sont résolus simplement parce que ce ne faisait pas partie de notre culture. J'ai tourné un film indien, en Inde. Oui. Oh là là, si je vous parle de film indien, je peux vous raconter pendant des heures. Mais un exemple alors. Mais un exemple, je dis, on était dans la jungle en certains moments, on n'avait pas on voulait mettre la caméra à une certaine hauteur, au-dessus des arbres, à 3 mètres en hauteur, on n'avait pas des instruments pour monter trop haut, puis il y a des gens du coin qui nous disent, mais c'est quoi le problème?
Mais on aimerait mettre la caméra là-haut. Il dit, oui, mais c'est quoi le problème? On la met. Puis je dis, mais oui, on la met. Comment on fait pour la mettre? Je dis, on n'a pas le matériel. Je dis, attendez. Hop, ils vont chercher un éléphant. Ils ont pris des cannes à bambou, l'éléphant, comme ça. L'éléphant, il faisait partie de l'équipe. Hein, il était tout le temps avec nous. Des cannes à bambou, je vous assure, en un quart d'heure, ils ont construit un praticable absolument parfait. La caméra, elle était dessus. Voilà. Nous, devant ces problèmes-là, on était battus. Tandis qu'eux, ils l'ont fait en 2 secondes. Après, il y a eu des problèmes aussi inverses, de l'autre côté, mais là, je ne rentre pas trop dans les détails. Donc, ça veut dire que si on n'est pas prêt à essayer de comprendre, de se rapprocher à des gens, c'est difficile. J'ai tourné au Japon aussi, je peux vous en parler pendant des heures, mais enfin bref, on n'a pas le temps. Dernière question, là-haut. Oh là là, censure, vous voyez. En 50 ans de carrière, de quel film êtes-vous le plus fier? Ouais, ça, c'est une question piège. Mais il n'y a pas de réalisateur dans la salle. Je vous réponds, étant donné que j'ai l'habitude de cette question, je vous réponds d'une façon très... C'est comme si vous demandez à une mère lequel des fils elle préfère. Voilà. Elle ne vous le dira pas. C'est le mot de la fin. Je crois que... Alors, on a parlé d'une surprise, mais... alors, une dernière, alors. Une dernière, allez-y. Comment vous est venue la passion de la photo et du cinéma? Mais par le cinéma. En voyant des films. En voyant des films. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout parti par la photo. D'ailleurs, moi, j'ai des problèmes avec la photo. Hein, la photographie. La photographie. J'ai des problèmes, je suis nul. Oui, j'en fais. Des comme photos ça, de vacances. Ouais. Pardon? Des photos de vacances? Non, pas tellement. Non, des photos pour le travail. Ah quoi. oui. Je dis, parce que ça les sert repérages, de repérage, ça sert pour parler et tout. Mais disons que j'ai connu des très bons photographes. J'ai très bien connu Doano. J'ai fait un court-métrage avec lui. Enfin bref, j'ai connu Martin Frank, Inge Morat. Ils étaient tellement bons photographes que je dis, moi, je n'arriverai jamais à la cheville mais c'est un de autre ça. métier. Mais c'est un autre métier. Pour moi, le temps, c'est quelque chose qui compte. Le temps, enfin, les photogrammes qui défilent, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, votre film, votre livre s'appelle Photogramme. Oui, c'est ça. Et Photogramme, ce sont les images qui, une fois qu'elles sont projetées, donnent l'illusion du mouvement. Du mouvement, oui. Voilà. Donc, disons que je suis rentré dans le cinéma, pas par la photographie, mais par les films, voilà. Alors, il paraît qu'il y a une surprise, mais alors moi, je ne sais pas d'où elle vient, ni par... Oui, non, mais attendez. Alors là, vous vous trompez tous, c'est un scandale, ça, parce que c'était hier, mon anniversaire. C'était pas aujourd'hui. C'était hier. Mais oui, mais le plaisir pour la France. Merci. Vous pouvez la souffler. Oui. Je vous assure que c'est pas une année, hein, j'en ai un peu plus. Hein. Bon, ben c'est très bien, merci. Je dois souffler. Bah ouais. Voilà. Bravo. Regardez. Ah bon? J'ai même une cuillère, vous n'aurez pas le droit. Oh, j'ai le droit. Non, c'est trop bon. Merci.